Oui, et l'épigénétique est très importante dans la luxe valgus, c'est-à-dire que les générations qui ont porté des talons, des chaussures étroites auront des enfants qui auront des hallux valgus. Mais si, voilà, c'est l'influence de l'environnement sur les gènes. Mais si on se remet à porter des chaussures plates et larges, ben, nos enfants, ils feront plus d'hallux valgus. Voilà. Bon, vaste débat. Nous accueillons Frédéric Laibert dont l'avion a eu un problème et donc qui est chirurgien à Strasbourg et qui est notre référent arthroscopie. Frédéric, tu es là? Vous m'entendez? On t'entend pas. Ah, ça marche pas. On te voit? Ah, flûte. C'est bon. Alors, ok. Je vais changer. Vous m'entendez comme ça? Vous m'entendez pas? Bonjour monsieur. Alors, Vous pouvez couper oui, votre vidéo déjà parce que au niveau réseau, c'est pas. Et voilà. Et je c'est pense qu'il bon. faut éteindre votre Et micro là, et vous m'entendez? votre micro, peut-être. Vous Essayez. m'entendez? J'ai pas de retour son en fait de votre part. Et là, ouais, vous m'entendez pas? Et comme ça? Est-ce que vous pouvez essayer de parler pour voir? Oui. Et là, comme ça? Non, j'ai pas de retour son. Je suis désolé. Ouais. Ah. Évidemment, tout s'acharne contre Vous lui, m'entendez? le pauvre. Bon, Un, déjà, deux, il est un, en deux. vie, son Ah, Vous on avion. me m'entendez ou dit pas? qu'à distance, on entend Frédéric. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que. Ouais, à l'académie, on l'a pas en fait, hein. Et qui m'entend alors? Ah, Ah oui, c'est bon. c'est bon, ça y est, je vous entends. Ah bah T'as parfait. enfin Donc, allumé ton oui, micro. j'ai trafiqué un truc sur Zoom là, donc ça devrait être bon. Vous Ok, m'entendez? Vous pouvez m'enregistrer? Oui, Tout va on bien? t'entend. Vous voyez parfaitement. mon écran? Oui, il faut Oui. lancer le diaporama. Et voilà, on est bon? Allez, c'est parti. Ouais. Ah bah, super. Bon, merci beaucoup. Je suis absolument navré donc de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a des liens particuliers entre l'aviation civile et la chirurgie, puisque nos checklists bah, découlent des checklists des avions. Les no-go, l'avion ne part pas si ça ne va pas, bah, ça a aussi dérivé en chirurgie. On ne fait pas de la chirurgie si on n'a pas tout qui est bien prêt. Et bien, moi, j'ai expérimenté aujourd'hui le U-turn. Donc en fait, mon avion a fait demi-tour après avoir volé une demi-heure pour réatterrir à son aéroport de décollage. Donc je ne sais pas si on aura un jour le U-turn en chirurgie. Je ne le souhaite pas, je ne vois pas trop l'application. Enfin, bon, voilà, j'ai testé ça pour vous. Bon, moi je vais vous parler donc de l'instabilité de cheville et ce qu'on peut peut-être appeler une révolution arthroscopique. Alors, en faisant mon temps ce topo, je me suis dit, tiens, oui, révolution arthroscopique, mais finalement aussi une révolution en anatomie, en chirurgie, en terminologie et même en nosologie. Alors tout ça, ça rentre parfaitement dans le cadre de votre Académie nationale de chirurgie. Alors, une révolution en anatomie, c'est possible? Bah, non, l'anatomie ne va pas être modifiée. Maintenant, la science anatomique et l'analyse du corps humain peut quand même être affinée. Et donc, en particulier, là, c'est un schéma de ce ligament latéral externe que l'on doit maintenant appeler ligament collatéral latéral avec la nouvelle nomenclature anatomique. Ça, c'est un schéma que j'avais retrouvé sur le site de la CPM où vous voyez un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur qui sont tout à fait schématisés et qui ne ressemblent finalement pas à l'anatomie naturelle. Vous allez la voir sur le schéma suivant. Alors, cette avancée en analyse du ligament latéral externe et donc du LCL, on la doit à des Espagnols et en particulier au professeur Pau Golano, que vous voyez là, qui malheureusement est disparu trop vite, qui était un chirurgien de Barcelone. Donc, il était aussi, comme on le voit sur sa fiche Wikipédia, photographe et illustrateur. Et vous voyez ces magnifiques images anatomiques. Pourquoi est-ce qu'on vous montre ça? Parce que vous voyez que ce ligament collatéral latéral, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si vous voyez ma souris, voilà, je vous le montre ici. Eh bien, ce ligament collatéral latéral, il est bien différent du schéma de la CPM que vous avez vu tout à l'heure. Alors, sur quoi? Eh bien, en particulier sur le fait que le faisceau antérieur, donc la partie antérieure du LCL, eh bien, peut être constitué assez fréquemment
de deux faisceaux, un faisceau supérieur et inférieur, comme vous le voyez avec les flèches sur l'écran. Ces deux faisceaux supérieurs et inférieurs, eh bien, ils sont importants parce que notamment en IRM, si votre radiologue bien, interprète uniquement le faisceau inférieur, eh bien, il va vous dire qu'il n'y a pas de lésion de ce ligament collatéral latéral. Et s'il n'a pas analysé la partie supérieure du ligament, eh bien, il va nous donner une fausse information. D'où l'intérêt de toujours réinterpréter ces IRM et de ne pas se contenter d'une seule coupe sur laquelle ce ligament serait visible. Donc cela nous permet d'insister sur la possibilité d'une lésion partielle de ce ligament collatéral latéral. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il existe une continuité entre le faisceau antérieur et le faisceau moyen. Si vous analysez bien la pièce anatomique, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a en fait un lien complet entre l'insertion sur le calcanéus du ligament et l'insertion sur le talus, et qu'on a l'impression que cette grosse bande fibreuse ligamentaire est en fait accrochée sur la malléole externe. Il y a une vraie continuité sur ce ligament qui est en fait un complexe ligamentaire et pas du tout un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Alors, je vois vos questions éventuelles. Le faisceau postérieur est très peu impliqué dans les lésions d'instabilité et dans les entorses de cheville. On en parle donc peu. Alors, je vous disais révolution en anatomie, il y a ces deux points, mais également une révolution en arthroscopie. Comment est-ce qu'on peut avoir une révolution en arthroscopie? Eh bien, c'est tout simple. Là, nous avions l'arthroscopie classique, donc qui consiste à aller regarder dans l'articulation avec une caméra. Et comme on ne peut pas rentrer dans l'articulation de la cheville parce qu'elle est trop serrée, eh bien, on peut travailler dans le récessus antérieur de l'articulation. Donc, vous voyez que là, on voit bien, au-dessus, vous avez le tibia, en dessous, vous avez le talus, comme sur la pièce anatomique à gauche. Ça, c'était l'analyse habituelle qu'on avait jusque-là, qui permettait de traiter un certain nombre de pathologies. Vous pouvez d'ailleurs réaliser des arthrodèses en supprimant le cartilage de l'articulation. Alors, cette fois-ci, on rentrait dans l'articulation par cette voie-là. Là aussi, on a eu une grande avancée grâce à un Espagnol. Donc cette fois-ci, on va parler de Jordi Vega, qui est donc un chirurgien, lui, et qui est allé pousser un peu cette arthroscopie, non plus dans le récessus antérieur, mais comme vous pouvez le voir sur la photo tout à droite, eh bien, on va aller regarder le compartiment externe de cette articulation, justement, exactement où est ce ligament collatéral latéral. Alors voilà, vous avez une photo de cet espace-là. On n'est plus du tout dans dans le même endroit. Et figurez-vous que sur cette image que l'on voit, le plancher de cette articulation, le plancher, pardon, pas de l'articulation, mais le plancher de cette vue, donc la partie qui est vers le bas, là où vous voyez ma flèche, eh bien c'est le ligament collatéral latéral. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le ligament collatéral latéral va être abîmé, plus il va être détendu et plus il va être visible. Sur cette image-là, je vais vous la détailler. Hop. Vous voyez ici, en jaune, je vous ai mis la malléole externe. En blanc, vous avez la partie articulaire, la facette articulaire de la malléole externe. Et si vous suivez les traits verts, eh bien, vous avez les deux faisceaux, le faisceau supérieur et inférieur de notre faisceau antérieur du ligament collatéral latéral. Et si on les voit aussi bien, c'est parce qu'ils sont justement détendus et non fonctionnels. Je vous remets l'image initiale. Là, vous voyez, vous devinez ici la courbure en fait de ces deux faisceaux qui sont détendus, décollés de la malléole externe et collés sur la capsule articulaire. Voilà, là, vous devriez un petit peu plus les visualiser. Alors, en pratique quotidienne, c'est bien joli l'anatomie et puis l'arthroscopie, mais je vais vous faire un cas pratique. Bon, vous avez un sportif qui fait des entorses à répétition. Vous vous souvenez peut-être de ce terme dans vos études de médecine. On parlait d'entorses à répétition. Il a fait 6 entorses cette année. Bon, est-ce qu'il doit être opéré de son ligament parce qu'il a fait 6 entorses de cheville cette année? Pour contextualiser, imaginons que c'est ce patient-là. Vous voyez, il est masqué, on ne peut pas le reconnaître. Eh bien, est-ce que si ce patient-là a fait plusieurs entorses, fait plusieurs entorses dans l'année, qu'il présente des entorses à répétition, est-ce qu'il doit être opéré? Eh bien sûr que non. D'ailleurs, il n'a pas été opéré. Il n'a pas été opéré parce qu'il est sujet à des traumatismes à répétition. Et vous voyez là l'importance des mots. Une entorse à répétition et des traumatismes à répétition, c'est pas la même chose. On aura beau l'opérer de sa cheville, il aura toujours des traumatismes de la cheville parce qu'il va se faire tacler dès qu'il va rentrer dans la surface de réparation de l'équipe adverse. D'où l'importance des mots. Et c'est pour ça que j'insiste sur aussi une révolution actuellement en instabilité de cheville, sur la terminologie.
Alors, pour cela, bien, je me suis rapproché du dictionnaire de l'Académie nationale de médecine, cette fois-ci, qui est votre sœur. Cette académie de médecine nous permet donc d'avoir des définitions qui sont assez précises et en accès tout à fait libre, donc je l'en félicite. Eh bien, elle nous a bien défini le traumatisme. D'ailleurs, donc c'est un résultat sur l'organisme d'une action physique nuisible, eh bien, on atteint un taux de 92% d'acquiescement et d'avis favorables sur cette définition. Parce que bien, nous avons fait un questionnaire que nous avons soumis aux chirurgiens spécialisés dans le pied et dans la cheville, notre AFCP, mais également au-delà. Et ben, nous avons voilà, demander qu'est-ce qu'ils pensaient de ces définitions, si elles étaient encore d'actualité et si on pouvait les valider. Donc vous voyez qu'on a un taux de 92% de satisfaction de cette définition. Définition suivante, est-ce que ça avance? Oui. Définition suivante, l'entorse. Là aussi, on reprend la définition du dictionnaire de l'Académie nationale de médecine. C'est une lésion traumatique d'un ou plusieurs ligaments. Donc l'entorse, c'est bien la lésion et c'est pas le traumatisme. Il faut bien y faire attention. Là aussi, on a 92% d'avis favorables sur cette définition. Enfin, on se rapproche de l'instabilité. Donc là, la définition est plus difficile comment dire, à vraiment appréhender. L'instabilité, c'est la maladie, c'est ce que nous, chirurgiens, nous allons opérer. Cette instabilité, elle est définie dans le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine comme une sensation subjective de cheville qui lâche, se dérobe, une sensation d'insécurité. C'est quelque chose qui est purement subjectif, voire on pourrait dire déclaratif. Et elle est liée directement à l'entorse de cheville qui abîme le ligament et qui rend la cheville instable. C'est un état chronique. Ça, c'est la définition de l'Académie nationale de médecine, mais la littérature nous a quand même apporté une autre définition qui la reprend, qui y ressemble, mais qui est plus large et plus clinique. C'est la définition de l'International Ankle Consortium, qui est une société savante internationale qui travaille sur l'instabilité de cheville. Et eux, ils ont défini un certain nombre de critères, qui est une définition scientifique de l'instabilité, qui permettent d'aller intégrer, d'aller mettre un patient dans une étude. Donc, pour pouvoir rentrer un patient comme étant instable dans une étude, eh bien, il faut qu'il ait eu une entorse significative, plus soit une sensation d'instabilité, soit deux entorses, soit des dérobements. Donc, le dérobement, c'est quand le patient sent que sa cheville le lâche, mais qu'il ne fait pas véritablement d'entorse. Il n'y a pas de lésion, il n'a pas de douleur, mais il sent que sa cheville a lâché. Et il suffit donc d'avoir qu'un seul de ces trois critères pour qu'on puisse parler d'instabilité de cheville. Alors, ce qui était pratique avec cette définition, eh bien, c'est qu'elle nous permettait à nous, chirurgiens, de poser des indications opératoires. C'est-à-dire que là, on a des choses qui sont préhensibles, on a quelque chose de scientifique qui nous permet de dire oui, là, on peut parler d'instabilité. Deux entorses, on est à la troisième, on parle d'instabilité. Vous avez une sensation d'instabilité, ça compte. Donc là, c'est assez important de reprendre cette définition parce qu'elle nous aide, nous, à poser nos indications opératoires. Alors, j'ai soumis cette nouvelle, entre guillemets, définition à nos collègues chirurgiens. Et là, on a eu à nouveau 89,5% d'avis favorables. Enfin, il y a encore un autre terme qui est la laxité. La laxité, c'est ce que va tester l'examinateur. C'est donc quelque chose de purement objectif. J'aurais pas dû laisser le son sur cette vidéo. Hop. La laxité s'est définie dans le dictionnaire de l'Académie nationale de médecine comme un mouvement d'amplitude excessive perçu par l'observateur en cas de lésion capsulo-ligamentaire d'une articulation. Ça, on est tout à fait d'accord. Par contre, ça ne fait pas la différence entre la mobilité et la laxité. C'est deux choses qui sont assez différentes à y réfléchir. La mobilité, c'est un mouvement congruent. L'articulation de la cheville est faite pour faire de la flexion-extension. Et lorsque le patient fait de la flexion-extension, son articulation va rester totalement congruente. En même temps que cette flexion-extension, parce que bien sûr l'articulation de la cheville est bien plus complexe, eh bien, il va y avoir des mouvements de rotation, il va y avoir d'autres phénomènes de mouvement qui vont se rajouter, mais ça va toujours rester congruent. Lorsqu'on va parler de laxité, on va plutôt parler d'un mouvement non congruent. C'est pour ça que la définition, à mon avis, de laxité devrait évoluer. Sur l'image de droite, vous avez des laxités radiologiques, donc ce qui nous permet d'être objectif,
Sur la photo de gauche, vous avez une laxité qui est importante, donc une laxité pathologique. Et sur la radio de droite, vous avez une laxité qui n'est pas très importante et qui peut être appelée laxité physiologique. Il est normal qu'une articulation puisse faire un mouvement non congruent de quelques degrés. Du coup, la proposition qu'on a proposée, eh bien, c'est donc, comme définition, capacité de l'articulation de la cheville à réaliser des mouvements non congruents. Elle est appréciée par des tests cliniques en tiroir antérieur et en varus. La laxité pathologique peut être congénitale ou acquise, localisée ou généralisée. Alors, avec cette définition, on a là aussi atteint un taux de 95% d'acceptation de cette nouvelle définition. Alors, je vous parlais de la terminologie, maintenant la nosologie, et oui, la classification des maladies. Alors, voilà trois petites vidéos de dissection anatomique. Vous voyez ici, la cheville est inversée, donc un mouvement de varus et un mouvement de tiroir. Enfin, varus, et puis ensuite un mouvement de tiroir. Si l'on vient couper les ligaments, comme vous le voyez ici. Donc là, on va nous couper le faisceau antérieur dans sa partie supérieure et inférieure. Moi, je vais avancer un peu plus vite. Regardez surtout la vidéo de droite de la dissection. Vous voyez ici la laxité en varus et vous voyez ici la laxité en tiroir, qui est particulièrement importante. Eh bien, ces laxités sont en réalité des laxités expérimentales. C'est-à-dire que le patient ne va pas se retrouver avec des ligaments coupés par un chirurgien. Il va avoir un processus de rupture de ligaments. Ces ligaments vont se retrouver dans l'articulation, mais entourés de tissus mous, et notamment la capsule articulaire, et va se cicatriser. Donc, cette grande laxité qu'on peut voir de manière expérimentale, on ne la retrouve pas dans la réalité. Voilà. Sur la droite, une vidéo d'un ligament. Ah, elle ne veut pas partir. Oh, pas de chance. Ah, vous ne l'aurez pas, tant pis. Alors, cette laxité expérimentale, c'est donc des laxités importantes. Comme je vous le disais, les ligaments peuvent se cicatriser et vont faire que ben, vous pouvez avoir une laxité intermédiaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas normale, mais elle est difficilement objectivable comme une laxité importante. Il y a donc une sorte de gradient entre une laxité normale et une laxité très pathologique. Et il se trouve que cette laxité, elle est difficilement objectivable. À l'examen clinique, on se retrouve assez souvent, alors je vais vous passer tout, hop, on se retrouve assez souvent avec une laxité d'importance moyenne. Eh bien, c'est dans ce cadre-là qu'une nouvelle entité en nosologie a été définie, qui est la micro-instabilité. La micro-instabilité a été définie justement par le chirurgien, le docteur Vega, que je vous montrais tout à l'heure, et qui a donc défini ce principe au niveau physiopathologique, d'une lésion partielle du ligament ou une lésion cicatricielle du ligament, qui à l'examen clinique va nous entraîner un tiroir tout à fait intermédiaire, occulte ou peu important, associé souvent à une douleur sur le ligament. À l'IRM, par contre, on retrouvera une lésion du ligament qui paraît cicatricielle. Et donc, c'est des patients qui ne sont pas encore particulièrement laxes, très laxes, mais qui ont une pathologie qui est souvent de l'ordre de la douleur. Enfin, une révolution en chirurgie, oui. Si on a avancé en anatomie, si on a avancé en nosologie et si on a avancé en arthroscopie, c'est bien pour pouvoir proposer des opérations qui sont une avancée. Donc, vous voyez ici, j'espère que la vidéo va marcher, oui, parfait. Là, vous voyez un ligament qui a été disséqué, qui a donc été décollé de la capsule articulaire, qu'on va venir saisir avec cette petite pince, dans lequel on va aller accrocher donc un petit fil qui va venir retendre le ligament. Et vous voyez le ligament là qui se replaque sur la malléole externe. Il suffit ensuite de faire un nœud pour que ce ligament puisse lancer son potentiel de cicatrisation. La deuxième opération qui a découlé de ces avancées technologiques, eh bien, c'est la reconstruction du ligament. Cette fois-ci, le ligament n'est plus d'assez bonne qualité pour être réparé, et on va donc aller chercher du ligament ailleurs, comme pour un ligament croisé. On prend alors un des ischio-jambiers, et en particulier le muscle gracile, on prend le tendon du muscle gracile, et on va l'utiliser comme transplant libre. Et vous voyez qu'on s'inspire complètement de cette anatomie du LCL, avec un faisceau antérieur et un faisceau moyen,
en continuité. On va aller le faire pénétrer dans la malléole externe et le retendre avec un système de câbles pour tendre en même temps ce faisceau antérieur et ce faisceau moyen. On se rapproche ainsi de l'anatomie. Alors voilà, vous avez une petite image du ligament. Je vous passe un peu rapide. Alors, en conclusion, j'ai tout de suite fini. C'est surtout une révolution pour nos patients, parce que tout ça va bénéficier à nos patients. Dans quelles circonstances? Eh bien, on est en train d'avancer sur des interventions qui deviennent anatomiques. Si on fait une réparation de ligament, c'est le propre ligament du patient. Il pourra même garder un potentiel de cicatrisation si le patient présente de nouvelles entorses dans le futur. Si on fait une reconstruction, eh bien, on va recréer le plus possible l'anatomie du faisceau intérieur et du faisceau moyen. Là aussi, on se rapproche complètement de l'anatomie. Les suites opératoires, c'est évident. L'arthroscopie, c'est du mini-invasif et quelle que soit la spécialité que vous avez, eh bien, vous savez que moins on va aller être invasif et moins on va attaquer les tissus environnants, mieux le patient s'en portera. Enfin, je l'ai mis entre guillemets parce que les pathologies orphelines, c'est vraiment un cas particulier, mais on se retrouvait avant avec nosologiquement là, une maladie qui était difficilement définie, des patients qui présentaient des douleurs sur le ligament, qui étaient liées à des lésions qui étaient partielles, des patients avant qu'on n'opérait pas. On disait, bah, on ne va pas vous faire une ligamentoplastie de la cheville pour des douleurs de la cheville sans que vous ayez de laxité. Eh bien, grâce maintenant à cette entité nosologique et la micro-instabilité, on peut se permettre de proposer une opération qui est peu invasive pour les patients, où on va réinsérer le ligament et obtenir une amélioration clinique. De la même manière, les patients qui se plaignaient d'une instabilité, mais qui n'avaient pas de grands tiroirs ou de grands varus, eh bien, on peut aussi leur proposer une intervention de réparation du ligament. Donc, c'est une ouverture en fait sur nos indications opératoires chez des patients qui avant étaient un peu dans l'impasse parce qu'on n'allait pas les opérer de grosses ligamentoplasties à ciel ouvert alors qu'ils avaient des pathologies qui étaient invalidantes au quotidien. Eh bien, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé d'être bref. J'espère que j'ai rempli ma mission. Ah, voilà, ça y est, je vous entends. J'ai mis la vidéo du coup. Oui, bah écoute, merci beaucoup Frédéric. C'était très bien, très clair. C'est vrai que tu nous parles souvent de nosologie, plus de technique, et ça nous a fait du bien, nous aussi, d'avoir ces notions-là. Est-ce que quelqu'un a une question pour Frédéric? Il était très clair, tout à fait. Donc, oui, J'ai cru comprendre que l'entorse, ça restait quand même, enfin, ce qu'on appelle, ce que vulgairement on appelle l'entorse, ce que les urgentistes appellent l'entorse, enfin nous aussi d'ailleurs, oui. c'est assez négligé quand même. Enfin, je veux dire, on se dit, bon, bah ça va, oui, on va vous immobiliser, puis ça va aller, ou vous avez fait un peu de kiné, puis ça va aller, enfin, c'est ça. Ah oui, oui, bah, vas-y, réponds, hein, Frédéric. Alors justement, il y a deux problèmes. Effectivement, aux urgences, hein, je ne vous l'ai pas mis, il y a une étude qui est édifiante comme ça, où ils ont fait des IRM 6 mois après, pardon, 6 semaines après un passage aux urgences, pardon, 3 semaines après le passage aux urgences, je vais y arriver. Et donc les gens passaient aux urgences, ils sortaient avec un diagnostic d'entorse, et on leur faisait une IRM pour voir ce qu'il en était, alors que normalement, on leur a pas fait d'IRM. Donc tous les gens qui avaient des fractures, tout ça, ils avaient été éliminés, ceux-là, ils partaient sur le bon chemin. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens présentaient énormément d'autres lésions. Et d'ailleurs, cet article est aussi intéressant parce que ça permet de lister tous les diagnostics différentiels des traumatismes de la cheville et de l'entorse de cheville. Donc, je le cite toujours en exemple lorsque je fais des formations. Je dis, bah, vous prenez cet article, vous avez toute la liste de ce qui n'a pas été vu. Bah, c'est toute la liste en fait, des diagnostics différentiels. Donc, oui, d'une part, il faut que les urgentistes parlent plus de traumatisme de la cheville. C'est là que j'insiste, hein, traumatisme de la cheville. Et ce n'est que lorsqu'on en est sûr que c'est une entorse, qu'il y a une lésion du ligament, qu'on va parler d'entorse. Et effectivement, alors là, j'ai eu la chance de participer aux dernières recommandations de l'HAS, où on est venu quand même clarifier un peu les choses. Donc, j'invite, si vous avez des correspondants, kinés, urgentistes ou autres, de prendre un peu connaissance voilà, de ce papier de l'HAS pour justement éliminer tous les diagnostics différentiels. Maintenant, aujourd'hui, dans on va dire, l'état de la science, il y a beaucoup comment dire, de fonctions à préserver après les entorses de la cheville. C'est-à-dire que on verra que très rapidement, on veut que les gens passent par les mains d'un kiné pour récupérer de la fonction sur les entorses.
les entorses avérées, hein. Donc ça, c'est le conseil numéro un, c'est d'aiguiller rapidement les gens vers un kiné, parce que vers les médecins traitants, ils n'ont pas le temps de voir toutes les entorses, et vers les chirurgiens, ils n'ont pas le temps de tous les voir. Donc effectivement, les gens sont souvent perdus dans la nature. Donc l'idée, c'est de se reposer sur les kinés pour que les kinés puissent dépister les cas d'instabilité et nous les envoyer. Allô? Oui, Fred, c'est Nazim. Merci beaucoup pour ta Ah, présentation. C'était super. C'est dommage que tu n'aies pas pu être parmi nous. bon, bah, Mais ça, je le malgré la regrette. distance, écoute, on a pu profiter de ton enthousiasme. Y a-t-il un bon moyen de traiter les entorses? Tu sais, souvent en consultation, les patients arrivent en disant, oh, on a mal soigné mon entorse. Est-ce qu'on peut répondre à ce patient aujourd'hui pour savoir s'il a été effectivement bien ou mal soigné? Merci. Moi, je pense que ces pathologies qui nous ont préexisté aux chirurgiens. C'est-à-dire qu'on faisait déjà des entorses au Moyen Âge, quand on montait les pyramides et puis tout ça. Donc en fait, le corps humain est quand même relativement bien programmé pour guérir. Encore faut-il que nous, chirurgiens, on n'en empêche pas. Euh, mais le corps humain est quand même bien parti pour guérir. Et donc, ça fait quand même partie des pathologies où il y a comme ça le ligament tombe sur la capsule articulaire et nourrit dans la capsule articulaire et a quand même une tendance à pas évoluer systématiquement après le premier épisode d'entorse vers une instabilité majeure qui nécessitera une intervention. On quantifie quand même à 6 000 par jour le nombre d'entorses de cheville. Donc, on n'imagine pas y opérer 6 000 personnes, nous, en chirurgie par jour de cette pathologie-là, d'instabilité. Donc, tous les patients ne vont pas évoluer vers l'instabilité. La question, peut-être, quand même, c'est d'éviter la récidive précoce qui réabîme le ligament, qui réabîme le ligament et qui réabîme le ligament. Dans la littérature aujourd'hui, le seul élément qui est prouvé, qui va nous amener une amélioration, qui va éviter que les patients partent vers l'instabilité, c'est les séances de kinésithérapie. Donc c'est ça voilà. Alors, aujourd'hui, mettre une botte plâtrée, aller mettre une attelle plutôt qu'une autre, de faire une éviction d'appui ou opérer les gens, ça n'a pas prouvé une supériorité par rapport au fait de juste faire de la kiné. Donc, alors c'est une question, peut-être que c'est parce que nous, on n'a pas assez prouvé qu'il fallait les immobiliser pour qu'ils aillent mieux, mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuve dans la littérature. La preuve dans la littérature, c'est que pour améliorer les gens, il faut faire de la kiné. Merci. Plus d'autres questions? Eh bien, alors, nous allons, de façon solennelle, interrompre la section, puisque ça n'est pas la fin, c'est l'interruption. Et vous remercier beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris.